Bonsoir, chers amis followers de votre chaîne YouTube Dakar Matin. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Seydi Gassama d'Amnesty, alors Amnesty International aussi, parce que tout simplement, Amnesty vient de sortir son rapport annuel de 2022 et que le Sénégal est lourdement épinglé dans ce rapport. Mais je tenais tout d'abord, Seydi Gassama, à vous remercier pour le soutien que vous m'aviez apporté lorsque j'étais en détention. Oui, c'était tout à fait normal parce que nous considérions que votre détention était une détention arbitraire parce que vous n'aviez fait qu'exercer, n'est-ce pas, votre droit à la liberté d'expression. Vous aviez effectivement fait un travail où vous faites un travail de journaliste d'investigation tel qu'il a été décrit par l'UNESCO, qui est un travail qui consiste à enquêter et à divulguer des faits que l'autorité publique aurait intérêt à cacher, ou cacherait de façon, pourrait être amené à cacher de façon non délibérée. Donc le rôle de journaliste d'investigation, justement, c'est de porter à la connaissance du public toute information dont il estime que d'abord, elle est d'intérêt public, mais deuxièmement, les autorités n'ont pas intérêt à la rendre publique. Et parmi ces informations, évidemment, il y a des informations qui sont liées à la défense. Et pour nous, c'était d'autant plus inacceptable que aujourd'hui, lorsque vous prenez l'environnement juridique sous-régional, le Sénégal et l'ensemble des États de la CEDEAO ont adopté depuis 2006, je crois, la convention de la CEDEAO sur les armes légères de petit calibre et leur matériel connexe, les munitions également. Et cette convention vient mettre fin à ce qu'on a appelé le moratoire d'Abuja. Le moratoire d'Abuja avait été adopté au milieu des années 90 pour évidemment suspendre tous les achats d'armes, les importations d'armes et les exportations d'armes, importations et exportations d'armes au sein des pays de la CEDEAO. Parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de conflits dans la sous-région. Il y en avait au Libéria, il y en avait en Sierra Leone, il y en avait en Guinée, il y en avait en Guinée-Bissau, il y en avait en Casamance. Même le Ghana était menacé. Donc la CEDEAO a décrété un moratoire pour dire que non seulement on n'importe plus les armes, mais on n'exporte plus. Et ce moratoire a duré jusqu'au milieu des années 2000. Elle a été remplacée par une convention qui introduit le régime des exceptions. Autrement dit, on lève l'interdiction, mais on introduit un régime d'exception. Autrement dit, aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, le Sénégal ne peut acheter une seule arme sans avoir informé le secrétariat exécutif de la CEDEAO, qui est tenu d'informer tous les États membres de la CEDEAO, n'est-ce pas, des armes que le Sénégal achète, aussi bien leur quantité, n'est-ce pas, que leur nature, y compris les firmes de courtage, le navire qui va les transporter. Toutes ces informations, le Sénégal est tenu de les donner au secrétaire de la CEDEAO, qui doit les partager avec tous les États membres. Si un seul État membre de la CEDEAO fait objection, le Sénégal ne peut plus acheter ces armes-là. Donc ça doit être bizarre. Le Sénégal est même obligé, pour lever ce veto d'un État membre de la CEDEAO, de faire appel à un organisme de médiation interne à la CEDEAO qui va examiner si l'objection de la Gambie, de la Guinée-Bissau ou de n'importe quel État est légitime ou pas légitime. En ce moment-là, on autorise donc les achats d'armes. Donc, le Sénégal n'a absolument rien à cacher au pays de la sous-région en vertu de cette convention en ce qui concerne ces achats d'armes, ces équipements militaires, etc. Donc, pour cette raison, nous estimons que dès l'instant où le Sénégal, toutes les informations relatives aux achats d'armes du Sénégal sont connues de tous les pays de la sous-région, en vertu de cette convention-là, nous ne voyons pas en quoi les informations auxquelles vous avez fait état peuvent constituer un secret défense. Le Sénégal n'est pas entouré depuis hostile. J'ai dit, si le Sénégal était en guerre avec la Guinée,
ce qu'on ne souhaite pas, ou le Mali ou notre pays frontalier, la Mauritanie, et ne pas parler de oui, les troupes sénégalaises sont à tel endroit. Oui, ça serait extrêmement grave. Ils ne sont pas plus républicains que nous, non? Absolument pas. Absolument pas. Mais comme j'ai dit, vous étiez dans le collimateur du pouvoir depuis très longtemps. Bien magistrat d'ailleurs. Absolument. Et comme tous les journalistes d'investigation qui enquêtent et qui essaient de donner au public une autre lecture de l'affaire Sweet Beauté. Tous les journalistes qui enquêtent et qui donnent au public une autre information que celle que donne le pouvoir ou le parquet, c'est l'affaire Sweet Beauté, étaient dans le collimateur, évidemment, du pouvoir. Il y a une autre confrère qui... Babacar Kewoulo échappe pour le moment à une arrestation, mais que ce soit vous trois ou d'autres, sont tous dans le collimateur, évidemment, du pouvoir. Et nous le savons. Nous le savions tous. Donc c'est pour ça que nous avions évidemment condamné votre arrestation. Les Nations Unies d'ailleurs sont très claires. On estime que tous ces délits d'atteinte à la sécurité de l'État sont des délits extrêmement vagues. Où on met tout. On peut tout mettre dans atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à la défense nationale. Ce sont des délits imprécis. Et les Nations Unies disent clairement que ce genre de délits, n'est-ce pas, doivent soit être précisés, soit ne plus faire l'objet de poursuites pénales. Voilà. Donc, nous avions fondé donc notre soutien à votre cause sur le droit international que beaucoup de gens ignorent. Les gens ignorent et on leur dit oui, il a divulgué des informations sur la sécurité nationale, etc. Il met en danger le pays, comme si le voisin n'était pas censé être au courant, n'est-ce pas, de la situation militaire au sein du Sénégal. Absolument. D'ailleurs, ça doit vous faire rire qu'on porte sur vous des accusations selon lesquelles vous êtes contre le pouvoir. Or, ceux qui exercent le pouvoir à l'heure actuelle, par le passé, ont bénéficié de votre soutien. Oui. Et de votre défense. C'est des accusations ridicules, totalement ridicules, qui visent d'abord à diaboliser, à stigmatiser, pour nous dissuader de faire notre travail. Ce qui est visé par ces accusations, c'est de nous amener à arrêter de faire notre travail, à avoir peur de cette stigmatisation, à avoir peur de cette diabolisation. Voilà. Si je parle, on va me mettre du côté de l'opposition. Donc, je m'abstiens de parler. Mais c'est peine perdue. Absolument. C'est peine perdue. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous avions défendu Ablaye lorsqu'il était opposant. Nous avions défendu Macky Sall lui-même. Absolument. Lorsqu'il était dans l'opposition. Moi, j'ai reçu plusieurs fois ses plus proches collaborateurs lorsqu'il était dans l'opposition. Lui-même, un jour, je l'ai rencontré à l'UNTI, Nassan Diomandia et moi-même. Nous l'avons rencontré, nous avons été reçus par les opposants, c'est dans Soron, à Mermoz. Il était d'ailleurs le dernier arrivé ce jour-là, mais il n'a pas taré d'éloge. Il n'a pas taré d'éloge envers moi, de mon travail à l'époque. Et il m'avait dit, je t'enverrai telle ou telle personne qui sont venues me voir. Ces personnes sont encore là. L'un d'eux, je crois, même ton voisin dans le quartier. Donc, nous avons défendu Ablaye Wade quand il était opposant. Nous avons défendu Macky Sall et tous ses alliés quand ils étaient opposants. Nous continuons à faire ce travail-là. C'est votre travail. Et aucune stigmatisation ou diabolisation ne nous fera dévier de cette voie-là. Très bien. Alors, que dit le rapport sur le Sénégal par rapport au respect des droits de l'homme? Le rapport reflète la situation très préoccupante des droits humains actuellement au Sénégal, que ce soit la liberté de réunion avec les interdictions fréquentes de manifestations sur la base de motifs discutables. Aujourd'hui, toutes ces interdictions, c'est sur la base de menaces de troubles à l'ordre public. Or, ce que nous avons vu et ce qui est constant, c'est que chaque fois que les manifestations sont autorisées, elles sont encadrées et se déroulent de façon pacifique. Absolument. Donc, la conclusion que tous les Sénégalais sont en droit de tirer aujourd'hui, c'est que la principale cause de troubles à l'ordre public, ce sont les interdictions de manifestation. Parce que lorsque vous avez en face de vous, en tant qu'État, en face de vous, des citoyens conscients de leurs droits, si vous voulez confisquer ces droits et ces libertés, vous créez un climat de défiance.
C'est ce climat de défiance qui amène les gens à sortir. En disant, c'est notre droit, c'est proclamé par la Constitution, on ne peut pas, justement, nous restreindre ces droits-là. Oui, ils vous diront, oui, la Constitution prévoit qu'il y aura une loi qui va évidemment fixer les modalités d'exercice de ces libertés. On est tout à fait d'accord. Mais la loi ne peut pas viser à restreindre des droits constitutionnels. Surtout lorsque l'on a des forces de sécurité en nombre suffisant pour les sécuriser. Et surarmés. Et surarmés. Aujourd'hui, lorsque l'on vous dit, vous pouvez manifester à la place de l'obélisque, mais le lendemain, quand vous y allez, vous trouvez des chars de GMI, des camions remplis de GMI, autrement dit, puisque ce qu'il en faut pour encadrer la manifestation et qu'elle se passe de façon tout à fait normale. Donc, ces arguments avancés par les préfets sont inacceptables. En réalité, ce que les pouvoirs ne veulent pas, que ce soit le pouvoir de Macky Sall ou les autres pouvoirs précédents, c'est de voir de grandes démonstrations de mécontentement. Voilà, ou de grandes démonstrations de force cacher ça à la communauté internationale. Oui, d'abord l'opinion nationale. À la communauté internationale. Parce que ces rassemblements peuvent traduire l'impopularité du pouvoir. Donc, ils ne veulent pas cela. Ce n'est pas pour rien que les autorités se déplacent. On fait venir les gens de toutes les régions avec des bus pour qu'il y ait une foule extrêmement massive et qui l'accueille. Des foules qui n'ont rien à voir généralement avec les gens qui habitent la localité, parce que ce sont des bus qu'on affecte d'un peu partout. Donc, tout ça, c'est le message qu'on lance à l'opinion publique. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est censé voir la différence entre les habitants de cette localité et la foule qui est là. Et au niveau international également, les gens ne font pas forcément la différence entre, évidemment, les foules transportées et la foule qui est réelle. Donc, c'est de la politique politicienne. On essaie de politiser l'exercice des droits et cela est inacceptable, totalement inacceptable. Et la Cour suprême du Sénégal a rendu plusieurs décisions. Au moins 2 décisions suite à la saisine d'Amnesty, une autre décision suite à la saisine de la RADDHO, une autre décision suite à une saisine du PDS, où elle a dit clairement, n'est-ce pas, que pour interdire, il faut prouver qu'on n'a pas les forces de sécurité suffisantes pour encadrer. Ça c'est faux, parce qu'à chaque fois que les gens se... Mais les préfets font fi de ces décisions-là pour interdire. Autrement dit, on ne respecte même pas les décisions rendues par la justice sénégalaise. La République. Et c'est ça la République. Pour des gens qui nous disent respecter les institutions. La Cour suprême rend des décisions, on ne les respecte pas. La Cour de la CEDEAO rend des décisions, on ne la respecte pas. On dit qu'il faut respecter les institutions. La Cour de la CEDEAO, le Sénégal est signataire du protocole qui crée cette Cour-là. Parce que vous voyez le texte du protocole, il est assez clair. Il est signé de la main du président Abdou Diouf. Et à ce jour, la CEDEAO n'est pas révoquée. Et rend des décisions, on dit on n'applique pas. En avançant le prétexte selon lequel, oui, il y a 80% des activités économiques du pays sont basées au plateau et qu'il faut préserver ces activités économiques. Tout le monde sait que ce n'est pas exact. Quelles sont les activités économiques qu'il y a au plateau? Il y a quelques banques qui ont leur siège au plateau. Toutes les agences de banques sont hors du plateau. Il y a des administrations au plateau, quelques administrations, et même les ministères. La plupart des ministères ne sont plus au plateau. Sont plus au plateau. Donc, et surtout si on voulait préserver l'activité économique, on viserait toutes sortes de manifestations. Mais l'arrêté Ousmane Ngom vise uniquement les manifestations à caractère politique. Donc, le but, ce n'est pas de préserver l'économie. Le but, c'est de faire en sorte que les protestations ne puissent pas s'entendre, n'est-ce pas, par ce qui détient le pouvoir. Qu'on ne puisse pas manifester devant les grilles du palais, qu'on ne puisse pas manifester devant les grilles de l'Assemblée nationale. C'est le but qui est visé. Et d'ailleurs, le contexte de cet arrêté, c'est à la suite de la manifestation du 23 juin 2011. Donc, c'est une interdiction politiquement motivée qui a été donc dénoncée par la Cour de la CEDEAO, qui a demandé à l'État du Sénégal de retirer cet arrêté. Alors, au jour d'aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore retiré. M. Gassama, on va prendre point par point. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de répression des forces de l'ordre, est-ce que par le passé, on l'a connu? Parce qu'on dit que le niveau de répression est arrivé au summum au Sénégal. On aimerait bien savoir quelles sont les raisons
Écoutez, moi je connais pas la période senghorienne, mais je connais bien la période d'Abdou Diouf. Oui. J'étais d'abord adolescent, ensuite jeune homme, ensuite dans la vie active sous le règne d'Abdou Diouf. Ce que je peux dire, c'est que on n'en a pas connu ce niveau de répression du temps d'Abdou Diouf. On n'en a pas connu. Et Dieu sait que du temps d'Abdou Diouf, les manifestations étaient violentes. Mais il y a eu des gens piégés, il y a eu des menaces de mort. On a quand même tué un vice-président du Conseil constitutionnel. On a quand même tué des policiers dans les allées du centre. C'était une répression, c'était une violence insoutenable. Mais malgré cela, Abdou Diouf n'a jamais utilisé la justice pour écarter Ablaye de la course à la présidence. Jamais. Il n'a jamais utilisé la violence. Il aurait pu utiliser la justice. Parce que Wade avait été plusieurs fois arrêté, condamné. Il aurait pu l'écarter. Mais il a toujours eu l'élégance républicaine de ne jamais l'écarter de la course à la présidence. Donc, le niveau de répression que nous avons en ce moment dépasse, n'est-ce pas, tout ce qu'on a vu pendant entre 1988 et 2000. Il le dépasse. La manière dont les moyens de l'État sont mobilisés aujourd'hui contre le parti PASTEF, ça n'a jamais été vu dans le passé. Jamais dans le passé. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'hésitent pas à parler de dictature. Beaucoup de gens. Ouais, j'entends même dans le jargon. N'hésitent pas à parler de dictature. Hier, j'étais dans un dîner débat où quelqu'un, un prof d'université, a parlé de dictature. Dans un rassemblement où il y avait des délégués de tout le continent africain. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas encore sortir ce mot dictature. Il me dit, mais justement, il faut le sortir. Parce qu'on n'en est pas loin. Même si on n'est pas encore, on n'en est pas loin. Donc, le niveau de répression qu'on a atteint aujourd'hui, la manière dont les moyens de l'État sont mobilisés. Parce que le grand génie de Macky Sall, c'est de réussir à maintenir, grâce à des prébendes, toute la galaxie socialiste, toute l'ancienne galaxie communiste, il a réussi à les maintenir tous, n'est-ce pas, autour de lui. Ce qui n'était pas le cas. Pour jouir du pouvoir. Ce qui n'était pas le cas du temps d'Abdou Diouf. Du temps d'Abdou Diouf, vous avez tous les communistes qui étaient avec la etc. Lui, il a réussi le tour de force, grâce aux prébendes qu'il distribue, à miser toutes ces personnes autour de lui. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la paire qui donne des coups contre le principal opposant PASTEF, ce sont tous ces alliés qui, évidemment, s'acharnent contre ce parti, avec non seulement en occupant les réseaux sociaux, en occupant les médias, par des campagnes de violence, de diabolisation, qui n'ont jamais été atteintes dans le passé. Et nous, on est bien placés pour dénoncer cela. Parce que Abdoulaye Wade connaissait le bureau d'amnistie. N'est-ce pas? Lui, c'est qu'on connaissait le bureau d'amnistie. Il fréquentait l'amnistie. Et Macky Sall, même si lui n'est pas venu personnellement au bureau, il a envoyé plusieurs fois des délégations de bureau. Ou des délégations au bureau de la RADDHO. Ou d'autres. Et le mouvement M23 est né à la RADDHO. À la RADDHO, absolument. Donc, on a la légitimité pour dénoncer ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est un recul démocratique. Le Sénégal n'est plus référence en matière de démocratie. Aucune référence, n'est plus référence. Mais prenez le classement de Reporters sans frontières. Ouais. Le Sénégal, il est où? 182e, je ne sais pas. Prenez Freedom House. Le Sénégal n'est plus un pays de référence en matière de démocratie. Même le rapport du département d'État américain a épinglé le Sénégal. Et c'est là qu'il ne réagit jamais au rapport du département d'État américain, je ne sais pas pourquoi. Donc, aujourd'hui, vous avez un groupuscule de personnes qui sont autour de Macky Sall. Alors, cette pétition a été signée par beaucoup de personnalités pour dénoncer la situation dans ce pays. Absolument. Lors de votre détention, c'est plus de 100 personnalités du monde entier qui ont signé cette pétition. Une bonne dizaine de députés membres du Parlement européen, des sénateurs français, des sénateurs espagnols, des sénateurs belges, des avocats internationaux américains, et qui dénonçaient cette restriction de la liberté de la presse, qui est indispensable dans un État démocratique. Il y a quelques jours, vous avez vu la pétition qui a été lancée, signée également par des sommités ou par tout ce que l'Afrique compte de sommité sur le plan intellectuel.
Ole Soyinka, Ngougoua Kyongo, des gens qui ont vécu en matière de lutte pour la démocratie en Afrique, y compris la décolonisation de l'Afrique. Donc vous avez un trio de personnes autour de Macky Sall. C'est Sidiki Kaba, c'est Ismaïla Madior Fall, c'est Antoine Diome, et peut-être d'autres personnes qui font croire que tout se passe très bien. Alors que l'image du pays ne cesse de se dégrader. Et là, je voudrais vraiment lancer un appel au président. Il est un président jeune. Après la présidence de la République du Sénégal, il y a peut-être un avenir beaucoup plus radieux pour lui. Tu n'es pas poursuivi à la CPI. Hein? Beaucoup plus radieux pour lui. Donc, il faut savoir arriver au pouvoir, il faut savoir l'exercer, et il faut savoir partir. Il a lui-même dit, dans une de ses interviews, il a dit, après 2 mandats, on va pouvoir partir. La vie ne se limite pas simplement au palais. Il l'a dit. Parce que tout ce que les gens lui reprochent aujourd'hui, mais c'est lui qui l'a dit. Ces partisans ne doivent s'en prendre qu'à Macky Sall. Et non pas aux gens qui disent qu'il n'a pas le droit à un 3e mandat. Ils doivent s'en prendre qu'à Macky Sall lui-même. Parce que dans une des interviews, il a dit Constitution, mal n'a bindé. Il a dit la Constitution, moi qui l'ai écrit. Et je ne peux pas me présenter. C'est fini pour moi. Ça, c'est mon dernier mandat. Dans son livre, le Sénégal au cœur, il l'a écrit. Et on revient pour nous dire, oui, voilà, on se met à interpréter sa parole, à nous faire croire que c'est le Conseil constitutionnel qui va prendre la décision finale. Je pense qu'il faut arrêter. On va clairement vers le Wahwaïd d'Abrewan. On n'y est pas encore, mais on va tout de suite y arriver. Donc, je crois qu'il faut qu'ils se ressaisissent, parce qu'on est quand même dans une société où la parole, n'est-ce pas, d'un chef, doit être sacrée. Doit être sacrée. Et la parole donnée est une parole sacrée. Alors, vous avez vu aussi les formes d'arrestation au Sénégal, qui ressemblent de plus en plus à des enlèvements ou quoi que ce soit. On n'arrive pas à comprendre. Absolument. Les formes d'arrestation au Sénégal. On a l'impression que c'est, par exemple, pour le parti PASTEF, c'est la traque qui est lancée complètement. Absolument. Ce sont des arrestations ciblées qui ne visent que les membres d'un parti politique bien déterminé, c'est le PASTEF, et les activistes. Les activistes qui s'indignent justement des dérives autoritaires du pays, de la situation économique du pays, de la situation des droits et libertés dans le pays. Ce sont ces personnes qui sont visées. Et c'est ça là qui est inquiétant, parce que ce sont des arrestations ciblées, qui ressemblent parfois à des enlèvements. Parce que on sait comment ça se passe avec vous. On aurait pu vous convoquer, n'est-ce pas? Vous remettez une convocation, vous allez répondre à la convocation, on vous auditionne, si on doit vous passer le mandat de dépôt, en garde à vue, on met en garde à vue, ensuite si on doit vous mettre ce mandat de dépôt, c'est mandat de dépôt. La DIC a eu l'élégance de le faire pour la deuxième arrestation. La deuxième fois, mais parce qu'on a dénoncé très fort. Oui. Ils n'ont pas arrêté parce que chez Oubaria, ils sont venus le chercher chez lui. Ouais. Récemment. Donc, un dimanche. Ils n'ont pas arrêté. Donc, ce sont des pratiques d'un État policier, d'un État dictatorial, qu'on retrouvait dans le Chili de Pinochet. Il faut que la police sénégalaise, n'est-ce pas, arrête ces pratiques. Si vous avez besoin d'entendre quelqu'un, remettez-lui une convocation. Il n'a personne avocat, n'est-ce pas? Il a le temps d'appeler son avocat et vous l'auditionnez. Vous ne pas le prendre, vous le mettez dans un violon et ensuite vous lui disiez, vous pouvez aller appeler votre avocat parce qu'on va bientôt vous auditionner. Mais c'est inacceptable. Donc, il faut que ces pratiques, n'est-ce pas, policières s'arrêtent, mais surtout que ces arrestations abusives puissent s'arrêter. Les gens ne font qu'exprimer leurs droits. Existe le droit à la liberté d'expression. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? On fouille les profils Facebook des personnes, on fouille les posts qu'ils font, et parfois on remonte jusqu'à 2 mois. Des posts que vous avez fait depuis il y a 2 mois, il y a parfois même plus loin que cela. Ça veut dire que c'est indigné 2 mois après. Oui, on vient vous prendre et on vous envoie en prison. C'est inacceptable. Le parquet également. Le parquet. Vous voyez la déclaration ou le poste qui fait croupir Fadilou Keïta de PASTEF en prison. Ahmed Suzanne Kasbara a dit pire. A dit pire. La dit que... Et un autre activiste de PASTEF aussi, de la paix, a dit pire. La famille des 2 gendarmes a porté plainte contre ces 2 personnes-là.
Aujourd'hui encore, ils sont sur les plateaux de télévision en train de narguer les gens. On ne les a jamais convoqués, ni poursuivis. Pendant qu'il fallait le couper en prison. Et après, on nous dit, oui, la justice elle est équitable, elle traite les citoyens sur un pied d'égalité. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pour cela que je continue à interpeller la justice sénégalaise. La stabilité de ce pays dépend du rôle que la justice joue pour préserver les droits et libertés. Tant que la justice sera à la hauteur, la stabilité de ce pays sera garantie. Mais où la justice ne pourra plus préserver, ne sera plus le rempart des Sénégalais contre les dérives répressives, ce jour la stabilité du pays sera entachée. Parce que l'État n'aura jamais suffisamment de forces de sécurité pour être présent partout sur le territoire national. Donc, il faut que la justice joue son rôle. Et je voudrais rappeler à nos magistrats la sortie récente des magistrats français. Absolument. Qui ont recadré Macron en lui disant qu'il ne va pas utiliser la justice. Nous ne sommes pas votre bras armé. Votre bras armé. Pour réprimer les citoyens. Les empêcher d'exprimer leur point de vue par rapport à des décisions que vous prenez. On aime invoquer les mauvais exemples de la France pour justifier nos manquements. Dès qu'on interdit de manifester dans un périmètre quelconque à Paris, on dit oui, voyez, en France, on a interdit autour de Champs-Élysées, etc. Donc, nous aussi, on a le droit d'interdire, etc. Mais quand il y a de bons exemples du côté de la France, parce que ce n'est pas seulement le pouvoir exécutif qui utilise ce genre d'arguments. Quand il y a de bons exemples du côté de la France, on les ignore. Mais est-ce que vous pensez que on les ignore. Nos magistrats ont ce courage? Oui, il y en a qui ont le courage. Il y en a qui ont le courage, évidemment. Il y en a qui ont le courage. Mais ceux qui ont le courage, si vous prenez ce qui s'est passé dans beaucoup de régions du pays, les magistrats ont libéré les gens. Il y a des magistrats extrêmement courageux. Mais raison pour laquelle, ici à Dakar, au lieu de les amener à flagrant délit, ils les ont tous amenés en instruction. Ce qui n'a pas de sens. Des personnes que vous arrêtez lors d'une manifestation, vous les amenez en instruction. C'est pourquoi? C'est pour les garder en prison pendant 2-3 mois, parfois 6 mois, et les libérer. Quelqu'un peut se à s'embarquer, on l'arrête dans son véhicule. On l'amène en instruction, c'est pour le garder en prison pendant assez longtemps, et le sortir, le punir. Donc, il faut que ces dérives s'arrêtent, et c'est seulement les magistrats qui peuvent nous aider à mettre fin à ces dérives. C'est la justice qui peut nous aider à mettre fin aux dérives du pouvoir. Que vous inspire la sortie du procureur hier? Écoutez, moi, j'ai écouté quelques bribes de sa sortie. Parce que franchement, je n'ai pas le temps d'écouter ce long discours qui, pour moi, nous ramène à 25 ans, à 30 ans en arrière. Il faut que le régime actuel comprenne qu'il y a des pratiques qui pouvaient passer dans les années 60, 70, 80 et même 90, qui ne peuvent plus passer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé. Aujourd'hui, l'information, le monopole de la diffusion de l'information n'appartient plus aux médias classiques. Les gens s'informent plus par les réseaux sociaux et les médias en ligne. Donc, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas formuler les accusations les plus graves contre une personne ou contre un groupe quelconque de la société sans en apporter des preuves solides. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, aucun pouvoir au monde ne peut monter une cabale contre une personne ou contre un groupe social. Parce qu'on est dans un monde mondialisé, on est dans un monde où l'information circule, où tout ce qui se dit entre 4 murs se retrouve très souvent sur la place publique. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Après l'alternance de 2000 et l'alternance de 2011-2012, nous avions tous l'espoir que le Sénégal était entré dans l'ère d'une démocratie apaisée. Où, n'est-ce pas, le peuple serait le seul, aurait la décision, n'est-ce pas, de donner le pouvoir à qui il veut. Et que toutes ces histoires d'instrumentalisation de la justice, n'est-ce pas, allaient cesser.
Mais est-ce qu'il n'y a pas Malheureusement, dose de stigmatisation dans ces aujourd'hui, on a l'impression qu'on retourne à 25 ans en arrière. Et ce qui est malheureux dans cette affaire aussi, c'est une forme de stigmatisation. c'est vraiment cet effort de convoquer à chaque fois les MFDC. Ouais. Écoutez, moi je suis Casamance. Au plus fort du conflit en Casamance, j'ai passé au moins 3 mois à 4 mois dans au village. Donc je connais bien ce conflit. Le MFDC, au plus fort des affrontements entre ce mouvement et l'État du Sénégal, n'a jamais commis des actions en dehors du territoire casamançais. L'État du Sénégal n'a jamais interpellé des gens à Dakar qui voulaient faire des attentats à Dakar pendant qu'ils s'affrontaient tous les jours et toutes les semaines. Ils ne pouvaient même pas sortir des villages. Avec les mêmes Casamançais. Alors même qu'il y a beaucoup de Casamançais à Dakar. Et même peut-être beaucoup de sympathisants de MFDC à Dakar à l'époque. Mais le mouvement n'a jamais, en tout cas à ma connaissance, n'a jamais, en tout cas on n'a jamais pris des membres de MFDC cherchant à commettre des actes terroristes à Dakar. Jamais. Je ne suis pas au courant. En tout cas, s'il y en a, la presse n'en a jamais parlé. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un mouvement moribond qui n'existe plus, pratiquement. Parce que les Casamançais ne croient pas en cette cause-là. Il faut que ça soit clair. Hein? Le MFDC est arrivé à une situation de léthargie. D'abord parce que l'armée a fait face, mais surtout parce que les Casamançais ont tourné le dos à ce mouvement-là, de façon massive. Quand vous voyez les combattants des MFDC, ce sont tous des vieillards. Vous ne verrez aucun jeune aujourd'hui dans les rangs des MFDC. Les jeunes n'y vont pas. Donc, vouloir coup que coup dire qu'un mouvement qui a un agenda régional va devenir subitement un mouvement qui veut avoir un agenda national, qui veut commettre des actes au Sénégal, on attend d'avoir des preuves. On attend vraiment d'avoir des preuves. Depuis... Ce que je peux dire en tant que Casamançais, et connaissant et ayant vécu la propagande du MFDC, Sonko est un anti-modèle pour les MFDC. Parce que toute la stratégie des MFDC envers les jeunes, c'est de dire les nordistes ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Vous êtes en train de faire des études, vous n'allez jamais réussir. Et nous, vous avez des diplômes, ce sont les nordistes qui vont occuper les meilleures places. C'était la propagande. Tous les gens de ma génération ont au moins subi ce genre de propagande. Sonko est un anti-modèle. Parce que c'est la première fois qu'un homme politique casamançais a plus de soutien en dehors de la Casamance qu'en Casamance. Absolument, ouais. C'est la première fois. C'est la première fois qu'un homme politique casamançais a plus de soutien en dehors de la Casamance qu'en Casamance. Le pasteur, c'est qui? C'est le bien sur les Diop, Bassirou Diomaye Faye, Moustapha Sarré, El Malick c'est, quand on prend le cadre de pasteur, il n'y en a pas beaucoup. Il s'est retrouvé à Ziguinchor pour avoir une base. Et peut-être même sans l'affaire Adji Sarr, Sonko n'aurait jamais pu gagner la mairie devant Baldé. Parce que Baldé a quand même fait des réalisations à Ziguinchor. Et c'est l'affaire d'Adji Sarr qui a poussé les gens en Casamance à dire on va donner une base. Ils lui ont donné une base politique. Donc, il faut faire très attention. Les patronymes en Casamance ne signifient rien du tout. Il y a un nombre extrêmement important de personnes, de l'ethnie Diola, de l'ethnie Mandin, de l'ethnie Ndiago, qui ont des patronymes Wolof. Le nombre de personnes qui portent le patronyme Gueye, Diop, Fall, Ndiaye, c'est les Diola, c'est les Mandingues, c'est les Ndiago. Il y en a beaucoup en Casamance. Le patronyme ne signifie absolument rien en Casamance. De la même manière, vous avez des Wolofs, des Touré, des Cissé, des Dramé qui sont des Wolofs. Donc, le patronyme ne signifie absolument rien. Et le patronyme ne renvoie pas nécessairement à MFDC. Donc, il faut faire très attention. Le conflit casamancé a été un conflit douloureux. Très douloureux. Des centaines de villages
ont été désertés pendant plus de 20 ans. Je parle sous le contrôle d'Augustin Tine, de Sidiki Kaba, parce que tous ces deux ministres, j'y ai fait des démarches auprès d'eux pour que l'armée soit déployée et que les villageois puissent retourner chez eux. Des militaires sont morts. Moi, chaque fois que je vais à Ziguinchor, je vais me recueillir dans la tombe, devant la tombe des militaires décédés. Donc c'est un conflit douloureux qu'il ne faut pas attiser à nouveau. Qu'il ne faut pas attiser, qu'il ne faut pas instrumentaliser. De grâce qu'on laisse ce conflit de côté. La bataille contre Ousmane Sonko doit être une bataille politique qui sera arbitrée par le peuple sénégalais. Absolument. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur... Au Sénégal, il y a maintenant 19 morts, 0 coupable. Quand je dis 19, il y en a eu 14 en 2021, il y en a 4 pendant la crise préélectorale des législatives, et il y en a eu tout récemment une victime à Bignona. Au total, ça fait 19 morts, 0 coupable. Mais déjà en 2011-2012, oui, il y a eu 11 morts. 11 morts. Ouais. Si c'est 11 morts, seul le cas de Fomou Diop a fait l'objet d'une instruction et de poursuite. C'est le cas de Fomou Diop. Et d'ailleurs, les auxiliaires de police qui ont été condamnés n'ont même pas fait la prison. Et pendant d'ailleurs qu'on les attendait pour les juger, la police les a envoyés en mission de maintien de la paix au Mali, à l'insu de tout le monde. Il a fallu attendre qu'ils reviennent de mission de maintien de la paix au Mali pour les juger. Ils étaient condamnés à une peine de prison très légère et ils n'ont même pas purgé cette peine de prison. Donc, 2011-2012, impunité totale. Et ça, c'est Macky Sall. Parce que toutes ces personnes qui sont tombées, lors de manifestations appelées par Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Abdoulaye Bathily, Ahmad Damso, Lami Savané. C'est eux qui avaient appelé les jeunes à manifester. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas rendu justice à ces jeunes, ni à leurs familles. Le ministre judiciaire de l'État les a convoqué les familles pour leur dire nous vous proposons 5 millions, c'est à prendre ou à laisser. Il y a des familles qui ont pris, il y a des familles qui ont refusé de prendre. Il n'y a pas de justice. 2021, après ces événements, le gouvernement a organisé une grande conférence de presse. Avril. Sidiki Kaba, l'ancien défenseur des droits humains, annonce publiquement la création d'une commission d'enquête. Au jour d'aujourd'hui, cette commission n'existe pas. En tout cas, nous n'avons vu aucun acte créant cette commission. On n'en a pas vu. Et le président a d'ailleurs laissé entendre que cette commission n'était plus à l'ordre du jour. Ouais. Qu'ils allaient ouvrir des enquêtes. Il n'y a aucune enquête qui a été ouverte. Parce qu'il y a quand même des familles qui, avec l'aide d'Amnesty, ont déposé des plaintes. À Dakar, à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda. Et tous les 3 mois, nous demandons aux avocats d'aller vérifier est-ce que des actes d'inscription sont en train d'être posés. Aucun acte d'inscription n'a été posé. Ni à Sédhiou, ni à Kolda, ni à Ziguinchor, ni à Dakar. Donc, on va clairement vers une impunité pour ces cas. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un pool d'avocats qui va travailler sur ces dossiers, qui travaille déjà sur ces dossiers, pour porter l'affaire devant la Cour sur la CEDEAO, pour la porter devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Pour Mankabou, qui est présumé être mort de torture, en tout cas sa famille, son épouse dit qu'il a dit clairement qu'il a été torturé, de porter cette affaire devant le Comité des Nations Unies contre la torture. Nous allons faire en sorte que les condamnations de l'État du Sénégal se multiplient. Exactement comme nous avons multiplié les condamnations du temps de Yahya Jammeh. Parce qu'on va écrire aujourd'hui l'histoire du régime. Et quand on va écrire cette histoire-là, on parlera des atteintes aux droits humains corroborées par ces condamnations des juridictions sous-régionales, régionales et internationales. C'est cela notre stratégie. Faire en sorte que l'État soit traîné le plus souvent possible devant des juridictions internationales et qu'il soit condamné.
Alors, et je voudrais d'ailleurs revenir là-dessus. Oui, allez-y. On parle aujourd'hui de diffamation. Ce que je peux vous dire, c'est que toute personne condamnée pour diffamation par un tribunal sénégalais, si cette personne saisit la Cour de la CEDEAO ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ont refusé de signer l'autorisation qui permettrait aux citoyens sénégalais de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais ils peuvent saisir la Cour de la CEDEAO. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de la CEDEAO ont rendu plusieurs décisions. D'autres décisions célèbres, l'une dans une affaire opposant un journaliste, rédacteur en chef d'un quotidien burkinabé, Issa Noé Konaté, contre le gouvernement de Burkina Faso. Parce que le procureur général du Faso l'avait accusé de l'avoir diffamé. Et il a fait juger et l'a condamné à une peine de prison. Suite à la saisine de ce journaliste, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a rendu un arrêt qui considère que les peines de prison pour des délits liés à l'honorabilité des personnalités publiques étaient disproportionnées. Qu'il fallait les supprimer, n'est-ce pas, et les remplacer par des sanctions pécuniaires. Et la Cour ajoute que les sanctions pécuniaires doivent être symboliques. Autrement dit, si c'est un journal, n'est-ce pas, il faut faire en sorte que la sanction pécuniaire ne puisse pas ruiner le journal. Il encourage les victimes à demander un franc symbolique, par exemple. Absolument. Voilà. Dans un deuxième cas, opposant la fédération des journalistes africains, Fatou Camara, que vous connaissez, d'autres, contre le gouvernement de Yahya Jammeh, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu le même arrêt. En disant que les peines de prison constituent une atteinte à la liberté d'expression, garantie par la Constitution, mais aussi par la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple et par la Convention internationale. Que le fait d'avoir des peines de prison communes épée de Damoclès au-dessus de sa tête, pour un journaliste ou pour les citoyens, n'est-ce pas, pouvait entraver l'exercice du droit de la liberté d'expression dans une société démocratique. Et elle a demandé au gouvernement gambien d'abroger ce droit. Et d'abroger le délit de diffusion de fausses nouvelles. Et la Cour suprême de Gambie, la Cour suprême de Gambie, en 2017 ou 2018, a statué et a déclaré inconstitutionnel les peines de prison pour le délit de diffamation. Aujourd'hui, en Gambie, personne ne va en prison pour la diffamation. En Gambie, à côté. Je suis rentré de Gambie, il y a même pas ici. Il y a un ami qui m'a dit, le président Macky Sall, chassant Yahya Jammeh, disait restons démocratie, mais maintenant, ici au Sénégal, il fait destroy démocratie. Absolument. Aujourd'hui, en Gambie, on ne met plus personne en prison pour les diffamations. Et je rentre de Gambie, j'ai rencontré de hautes autorités du ministère de la Justice, j'ai rencontré la commission des droits de l'homme du Parlement, j'ai discuté avec eux, il n'y a pas d'anarchie. On ne se réveille pas en Gambie tous les jours pour diffamer des gens. Le diffusion de fausses nouvelles, le président de Zambie, qui a été un vieux opposant, quand il est arrivé, il a supprimé le délit d'offense au chef de l'État. Est-ce qu'en Gambie, tous les jours, on diffame, on offense le président? Non. En France, puisque nous aimons prendre les mauvais exemples de la France, ça c'est un bon exemple. Est-ce qu'en France, tous les jours, on se réveille pour offenser Macron? Non. En réalité, nous avons une classe politique qui s'est fait preuve d'humilité lorsqu'elle cherche le pouvoir. Très roublardise. Et qui, n'est-ce pas, développe un ego surdimensionné une fois qu'ils ont le pouvoir. Voilà. Dès que vous en parlez, chaque fois que j'en parle dans les réseaux sociaux, ce sont tous ces politiciens professionnels, hein, généralement des transhumants, les plus radicaux autour d'Ablaouad, qui ont tous transhumé, qui sont aujourd'hui autour de Macky Sall, qui s'abattent sur moi comme une vieille d'abeille. Non, on ne doit pas supprimer ce délit. Non, on doit les laisser là, extra. Mais le pays a signé et ratifié des conventions internationales. Mais soyez rassurés, le peuple sénégalais, on ne peut pas faire fi de tout cela. On ne peut pas faire fi de tout cela. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que
Y compris dans ce cas, opposant Mambagna à Ousmane Sonko. Si Ousmane Sonko est condamné, s'il saisit la cour de la CEDEAO, le Sénégal sera condamné. Mais l'État ne va pas l'appliquer. L'État n'a aucun respect pour la cour de la CEDEAO. Oui. Mais c'est bien que l'État soit condamné. Parce que comme je vous l'ai dit, on écrira un jour l'histoire de ce régime. Absolument. Alors, on va revenir sur vous avez sorti la dernière fois en force pour dénoncer le retour de parquet. Mais moi, en même temps, j'y ajoute les conditions de détention en garde à vue. Je l'ai vécu, mais c'est dramatique. Absolument, c'est dramatique dans un pays qui se dit un pays de droit de l'homme. Vous savez, ce retour de parquet, il est dénoncé par tous les avocats. Hein. Tous les avocats dénoncent cette pratique. Les profs d'université dénoncent cette pratique qui est illégale, qui n'est prévue par aucun texte de loi. Et qui est utilisée de façon abusive pour maintenir les gens en garde à vue pendant 2, 3, 4 jours, au-delà des 48 heures. Donc, c'est une pratique clairement qui fait débat et qui est utilisée de façon abusive, en tout cas par le parquet. Et c'est pour cela que nous avons tenu justement à dénoncer cette pratique. Et à dire que lorsque vous ne pouvez pas entendre une personne, remettez-la en liberté. Jusqu'à ce que vous soyez en mesure de la convoquer et de l'écouter. Surtout quand cette personne n'est pas un criminel, n'est pas un violeur, n'est pas un bandit. C'est un journaliste, c'est un politicien extra, qui est chez lui, qui est connu, que vous pouvez appeler à tout moment. J'ai l'impression qu'ils ont une volonté d'humilier. Mais d'humiliation dans la mesure où on te met les bracelets, on te jette dans le truc. Cette volonté, en fait, c'est une stratégie. Clairement, le bracelet est en train d'être dévoyé. Clairement, le bracelet est dévoyé. Dans la plupart des pays du monde, j'ai mis évidemment la loi sur le bracelet, mais la pratique du bracelet, généralement, c'est pour les personnes extrêmement dangereuses. Oui. Ouais. On leur met le bracelet pour le surveiller, pour empêcher qu'il continue de nuire à la société. C'est un pédophile, c'est un violeur, c'est un tueur en série, etc. On leur met le bracelet pour pouvoir le surveiller. Mais mettre le bracelet à un inspecteur des impôts et domaines, mettre le bracelet au porte-parole d'un parti politique, je suis très content que le docteur Nia ait refusé de mettre ce bracelet-là. Parce que toutes ces personnes, on aurait pu les placer sous contrôle judiciaire. Vous les interdisez de sortir du territoire national, vous prenez leur passeport, vous les demandez de venir pointer toutes les semaines. Et vous n'avez pas besoin de mettre ce bracelet, qui est d'abord très encombrant, qui rappelle des souvenirs douloureux d'esclavagisme au peuple sénégalais et au peuple africain. Donc, ce bracelet doit être utilisé dans des cas où il sied de l'utiliser contre des personnes particulièrement dangereuses qui sont capables de récidiver. N'est-ce pas? C'est contre ces personnes qu'il faut l'utiliser. Tous les autres, il faut les placer sous contrôle judiciaire. Prendre leur passeport, comme cela se faisait avant l'avènement du bracelet. Mais le mettre à tout va à des personnes qui sont poursuivies pour des motifs politiques, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est une stratégie vraiment d'humiliation. On ne vise rien d'autre que d'humilier ces personnes, de contrôler leurs activités, leurs déplacements dans la cité. Et cela ne nous semble pas du tout acceptable. Et c'est pour cela que nous avons élevé la voix pour, en tout cas, mettre en garde contre le dévoiement de l'utilisation de ce bracelet, qui est au départ une très bonne initiative, que nous avons nous-mêmes appelé. Avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, nous avons plusieurs fois appelé à introduire ces diverses mesures d'aménagement des peines. Donc, nous ne sommes pas contre, mais la manière dont c'est utilisé aujourd'hui est préoccupante. On le met à tout va à des personnes très respectables qui sont poursuivies sur la base de motifs strictement politiques. Absolument. Alors, on a vu également, je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles Ousmane Sonko a été manu militaire et amené au tribunal, mais aujourd'hui même, son domicile est de nouveau séquestré. Il est séquestré dans son domicile sans aucune décision de justice. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais ce sont des forfaitures. Vous savez, on a connu, comme je reviens toujours à l'opposition entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade,
Jamais Abdou Diouf n'a déployé des chars, n'est-ce pas, pour interdire Abdoulaye Wade de sortir et de vaquer à ses occupations. Jamais. Donc ce que nous voyons en ce moment, c'est une forfaiture. Ça ne repose sur aucune décision de justice. Il n'est pas en résidence surveillée, n'est-ce pas? Et on l'empêche de sortir. Parce qu'on est sûr que s'il sort, les gens vont... il y aura des attroupements autour de lui. Mais si Sadio Mané sortait aujourd'hui, il y aura un attroupement autour de lui. Mais Moussou, s'il sort, il y aura un attroupement autour de lui. Macky Sall lui-même, s'il sort, il y aura un attroupement autour de lui. Est-ce qu'on va dire que le président, tu n'as pas le droit de sortir parce que tu sors, il y aura un attroupement autour de toi? Non. Donc, il faut vraiment que le pouvoir chasse raison gardée. Il y a des actes qui n'honorent pas le pouvoir et qui renvoient à l'étranger une image d'un État dictatorial, d'un État qui s'en fiche totalement de la loi. Un État où seule la volonté, n'est-ce pas, du pouvoir exécutif, n'est-ce pas, prévaut. Et cela, je le dis encore une fois, aussi bien le président Macky Sall lui-même que toutes les forces vives de ce pays qui se sont battues pour construire la démocratie ne doivent pas l'accepter. Absolument. Ne doivent pas l'accepter. Et je voudrais encore une fois dire que jamais un leader politique sénégalais n'a été empêché d'être accompagné par ses partisans lorsqu'il doit répondre à une convocation ou de la police ou de la justice. Ce qu'il a fait quand on allait répondre au commissariat central. Les nombreuses fois où Abdoulaye Wade avait une main à partir avec la justice, chaque fois qu'il quittait chez lui, ou même chaque fois qu'il quittait la prison, n'est-ce pas, ses partisans le suivaient au tribunal. Ouais, mais en 88, le jour de jugé en 88, là-bas, à l'ancien tribunal, j'étais en audience avec le ministre d'Abidou. Mais dès que j'ai entendu Sopi dans les rues en bas, je suis descendu de l'ascenseur pour me joindre à la foule qui devait aller à l'ancien palais de justice. Donc, que ce soit Abdoulaye Wade, que ce soit Macky Sall, que ce soit Idrissa Seck, ils ont tout le temps été suivis par leurs partisans chaque fois qu'ils ont eu à être inquiétés par la police ou par la justice. Pourquoi vous refusez cela, Ousmane Sonko? Et à chaque fois, ils ont emprunté le trajet qu'ils voulaient. On n'a jamais cherché à leur imposer un trajet. Mais à cause des disputes sur le trajet d'Ousmane Sonko, il y a eu 14 morts en 2021. À cause des disputes sur le trajet d'Ousmane Sonko, on a eu également ces actes de violence inouïs à son encontre. Il y a quelques semaines. Des actes qui ont fait le tour du monde. Ah oui. Des médias du monde entier ont parlé de ces actes de violence exercés contre Sonko. Mais si le pouvoir n'a pas honte de ces images-là, nous, citoyens sénégalais, nous, démocrates sénégalais, nous avons honte de ces images. Parce que nous aimons notre pays. Et comment voyez-vous l'avenir du Sénégal dès la présidentielle de 2024? Et ce que nous souhaitons, c'est que partout dans le monde, on puisse citer le Sénégal en exemple, en matière de respect des libertés, en matière de respect de l'état de droit, en matière de démocratie. Alors, je reviens à ma question. Comment voyez-vous l'avenir du Sénégal d'ici la présidentielle de 2024? D'abord, il faut que cette spirale répressive s'arrête. Il faut que le président ramène le calme dans le pays en arrêtant la spirale répressive qu'il a déclenchée et qui aujourd'hui ne semble pas près de s'arrêter. Si le Macky Sall ne l'arrête pas, je ne suis pas sûr que Macky Sall lui-même va l'arrêter. Mais en tout cas, nous l'interpellons pour qu'il mette fin rapidement à cette spirale répressive. Il faut qu'il se rende compte que les jeunes qu'il fait emprisonner n'ont pas du tout peur de la prison. Est-ce qu'il se rend compte que lorsqu'il les met en prison et qu'ils sortent, ils n'arrêtent pas leur activisme? Ils continuent leur activisme. Aujourd'hui, la prison est banalisée. Quelqu'un dit Abdou Karim Gueye, il peut sortir de prison le matin et l'après-midi, il retourne en prison. 6e mandat de dépôt. Chez Oumar Diagne, c'est la même chose. Guy Marius Sagna, c'est la même chose. Les Ousmane Diagne, tous ces gosses, ils ont un idéal pour lequel ils se battent.
Ce n'est pas la prison qui les fait peur. Au contraire, ces emprisonnements ne font que mécontenter la population. Ils ne font que mécontenter les Sénégalais contre le régime. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Son entourage ne lui dit pas l'état réel du pays. Ces nombreuses arrestations ne font que mécontenter les Sénégalais. Parce qu'elles visent toutes les couches de la population. C'est tous les Sénégalais qui sont affectés par ces arrestations massives. Et toutes les régions du pays sont affectées. Donc, on ne peut pas diriger un pays comme le Sénégal de cette manière. Même les colons français n'ont pas dirigé le Sénégal de cette manière. Donc, ce n'est pas au XXIe siècle qu'on va accepter que le Sénégal soit dirigé de cette manière. Donc, il faut qu'il arrête ces arrestations arbitraires, qu'il permette aux libertés de s'exercer. Il a quand même recruté, avec de l'argent public, 6 000 policiers et gendarmes en 2022. Il a déjà recruté, il est en train de recruter en ce moment, pratiquement le même nombre de policiers et de gendarmes. Il dispose aujourd'hui de suffisamment de forces de sécurité pour encadrer les manifestations. Il leur permettre de s'exercer librement et pacifiquement. Il doit le faire. Donc, arrêter la spirale répressive, permettre aux droits et libertés de s'exercer. Et d'arrêter, n'est-ce pas, d'instrumentaliser le parquet pour, évidemment, poursuivre les activistes, poursuivre les journalistes qui exercent leurs droits légitimes constitutionnels à la liberté d'expression. Je le dis et je le répète. Tout ce que Yaya Jammeh faisait en Gambie, il le faisait à l'ombre des lois de la Gambie et avec les magistrats de la Gambie. Mais c'était tous ces actes qu'il posait et toutes ces condamnations qu'il posait étaient des condamnations arbitraires. Parce que les lois qu'il utilisait étaient en déphasage avec les engagements internationaux de la Gambie, avec les lois, n'est-ce pas, internationales qui résistent l'expression de ces libertés. Absolument. La plupart des lois sénégalaises permettent à n'importe quel président qui veut être un dictateur d'être un dictateur. Le code pénal sénégalais permet à n'importe quel président sénégalais qui veut être un dictateur d'être un dictateur, n'est-ce pas, sous l'ombre de ce code pénal. Parce que le code pénal de 1968 est une pâle copie du code pénal de la France coloniale. Et d'ailleurs, beaucoup de lois, de ces lois, renvoient à des lois françaises du 18e ou du 19e siècle. Autrement dit, on a été indépendant de façon factuelle, mais on n'a jamais été réellement indépendant. On est dans un état néocolonial. Hein? On n'a pas décolonisé le code pénal, on n'a pas décolonisé nos mentalités, etc. Et cela est préoccupant. Non, il ne tient qu'à Macky Sall de ramener la paix dans le pays et de conduire le pays vers des élections libres, démocratiques et transparentes, qui sont la seule garantie de la stabilité de ce pays. La stabilité de ce pays ne pourra pas être assurée par des bataillons ou des chars de combat. Elle sera assurée, n'est-ce pas, par le respect des droits et libertés et par l'organisation en 2024 d'élections libres, démocratiques et transparentes. Sinon, on va gaspiller, on va commencer à dépenser à l'avance l'argent du pétrole et du gaz pour acheter des chars, pour recruter de façon indéterminée des membres de forces de défense et de sécurité et qui ne pourront jamais arrêter le peuple si le peuple est mécontent de la manière dont il est dirigé. Sidi Gassama, je vous remercie pour ces éclairages très importants sur l'état de droit au Sénégal. Je pense que la situation est très préoccupante si on lit le rapport de Amnesty International. Donc, tous les rapports depuis 2 ans, ils vont répondre à votre rapport, mais pas au rapport du département d'État américain. C'est clair. Ils n'auront jamais répondu. J'ai oublié de parler de la situation des enfants talibés. Oui. J'ai toujours dit que l'État du Sénégal ne pourra nulle part aller au monde et se prévaloir d'un bon bilan en matière de droits humains si nous avons chaque matin, du l'aube au crépuscule, des milliers et des milliers d'enfants qui mendient les pieds nus, en haillons, la peau couverte de gales, pour trouver de quoi manger et de quoi subvenir aux besoins de leur maître coranique.
La carte postale du Sénégal aujourd'hui, la honteuse carte postale du Sénégal aujourd'hui, c'est un enfant talibé en haillons, le corps couvert de poussière, avec un pot de tomate à la main, en train de mendier, de quoi manger et de quoi subvenir aux besoins de son maître. C'est cela la carte postale du Sénégal, une honteuse carte postale. Et tant que l'État n'aura pas réglé la question des enfants talibés, il ne pourra nulle part aller au monde et dire si on est à respecter les droits humains. Ce serait une imposture. Ça c'est vrai. Merci beaucoup Seydi Gassama. Je vous donne rendez-vous pour notre invité dans votre émission Autour du micro sur votre chaîne Dakar Matin. Abonnez-vous et merci beaucoup.